L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Un plan pour l'éradication totale de la lèpre en Côte d'Ivoire. La primature annonce une mobilisation de plus de 9 milliards de francs CFA pour zéro lèpre 2030. L'ultime assaut contre cette maladie qui enregistrait l'an dernier plus de 500 personnes atteintes. Élection du président de l'Assemblée nationale, la course enregistre 2 candidats. Adama Bictogo, député d'Agboville et candidat du RHDP, et Jean-Michel Amankou, député d'Agnibile-Cros, ont-ils tout de leur chance? Suivons l'analyse du service politique dans ce journal. Et nous voyons aussi les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se tiennent en Égypte. La Côte d'Ivoire, par sa participation, veut s'offrir la possibilité de maximiser la coopération avec l'institution multilatérale de financement. Bienvenue dans ce 23h. Zéro lèpre à l'horizon 2030. Une mission du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre prend une part active dans cette lutte. Un plan d'action stratégique mobilisera plus de 9 milliards de francs CFA. Des précisions sur ce plan d'action dans ce rapport d'Alexis Ouetraogo. Que d'ici 2030, la lèpre soit un lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Voilà la vision de l'initiative Zéro lèpre 2030. L'OMS s'engage à accompagner le gouvernement dans cette voie de zéro lèpre à l'horizon 2030 et invite tous les partenaires du secteur santé et au-delà à soutenir résolument le financement du plan stratégique 2022-2026 dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2021-2025 pour qu'effectivement à l'horizon 2030, la lèpre et les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée soit un souvenir lointain en Côte d'Ivoire. Si le pays enregistre de grandes avancées dans la lutte, en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. Ce jeudi, au Radisson Blu, le Premier ministre participe au plaidoyer à la mobilisation de ressources. La vision de ce plan est une Côte d'Ivoire libérée de la maladie de Hansen et des autres maladies tropicales négligées et leurs conséquences, à savoir pas de nouveaux cas, pas de handicap, pas de discrimination, pas de stigmatisation. Ce plan d'une Côte d'Ivoire sans lèpre à l'horizon 2030 se chiffre à près de 9 milliards de francs CFA. Les partenaires se mobilisent autour du pays. C'est donc bien par une mutualisation des moyens avec les autres maladies tropicales négligées et une intégration des ressources dans un même plan de NUCT, c'est par cela que nous gagnerons. Le Premier ministre réaffirme l'engagement plein du gouvernement à soutenir cette initiative qui induit l'amélioration des conditions de vie des malades. Je me réjouis de l'élaboration d'une feuille de route précise qui trace les sillons déterminés qui libéreront la Côte d'Ivoire de cette endémie. Par ma voix, le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique évalué à 9,8 milliards de francs CFA et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre de s'impliquer, chacun à son niveau, toujours davantage dans la mobilisation de ces ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux d'une Côte d'Ivoire zéro lèpre d'ici 2030. À l'horizon 2026, il s'agira de réduire d'au moins 35% le nombre de nouveaux cas de lèpre autochtone et de 45% le nombre chez les enfants de 0 à 15 ans. Le potentiel économique de la Côte d'Ivoire attire les investisseurs du monde. Ce jour, des opérateurs économiques portugais ont manifesté leur intérêt pour certains secteurs d'activité. Ils ont été reçus par la ministre des Affaires étrangères, Candia Camara. Le compte-rendu de la rencontre avec Michel Digré. Ils sont sur les bords de la lagune ébriée depuis plus d'une semaine. Ce sont des hommes d'affaires portugais. En mission de prospection en Côte d'Ivoire, ils ont échangé avec la ministre des Affaires étrangères sur les opportunités d'investissement dans le pays. On est dans le niveau de la santé, de la construction, c'est avec le secteur que nous sommes venus. Et c'est vraiment, ils sont tous très contents et on veut vraiment investir ici en Côte d'Ivoire. Après la délégation d'opérateurs économiques turcs la semaine dernière, l'arrivée d'hommes d'affaires portugais témoigne de l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs internationaux. Mais ça veut dire tout simplement que la diplomatie économique est en marche. Selon les instructions du président de la République,
Et ça veut dire aussi que nos ambassadeurs ont bien compris le message du président de la République, ont bien pris les instructions du Premier ministre Achille Patrick et aujourd'hui travaillent à mieux faire connaître la Côte d'Ivoire économique et à faire en sorte que les investisseurs étrangers viennent en Côte d'Ivoire, saisir les opportunités qui s'offrent à eux et nous en sommes très heureux. La ministre Kandia Camara souhaite que les promesses d'investissement faites par les hommes d'affaires portugais se matérialisent au plus vite afin que les deux pays puissent tirer profit de ce partenariat gagnant-gagnant. Et toujours en diplomatie économique, les opportunités économiques en Côte d'Ivoire séduisent toujours les investisseurs du monde, et ceux de tous les secteurs. Une délégation d'industriels de la République de Corée a été reçue par le ministre de la Promotion, de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zero-Bibalo. Le climat des affaires du pays leur a été présenté, selon ce commentaire de Jean-Marc Djadji. Une quinzaine d'opérateurs économiques sud-coréens au cabinet de Zero-Bibalo, ministre de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption. Originaires de la province de Jeonju, dans le sud-est de la Corée du Sud, ils viennent évaluer les atouts de la Côte d'Ivoire en termes d'industrialisation et de technologie. Objectif, créer des possibilités d'investissement dans le pays. Après un entretien de plus d'1 heure de temps avec le ministre, ces hommes d'affaires sortent édifiés. Nous restons convaincus que cette dizaine d'entreprises installera des unités de production en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Nul besoin de rentrer dans les grandes théories économiques pour dire que nous avons un problème aujourd'hui au niveau de notre balance commerciale lorsque nous importons énormément de choses, de produits manufacturés. Notre objectif, c'est le développement de Côte d'Ivoire. Et en travaillant pour le développement de Côte d'Ivoire, nous allons bénéficier. Cette coopération ivoiro-coréenne est facilitée par la croissance soutenue par l'État à travers le plan national de développement PND. C'est une préoccupation qui est constamment soulevée. Qu'est-ce qui garantit la sécurité de nos investissements? Est-ce que l'environnement des affaires est assaini? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement? Et notre mission, notre rôle, c'est de rassurer. Ce séjour des industriels coréens en Côte d'Ivoire, rempli d'échanges institutionnels, s'inscrit dans un concept économique dénommé « La Côte d'Ivoire a un énorme potentiel ». Nous partons à présent pour l'Égypte, où il se tient en ce moment les assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. La relance économique post-Covid en Afrique est au cœur de ces assises qui ont pour thème, au-delà de la reprise, résilience et durabilité. Le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Nialé Kaba, y porte la voix de la Côte d'Ivoire et l'ensemble des experts participants échangent sur les modes de financement adaptés au développement durable et équitable en milieu défavorisé. Lancine Bakayoko est notre envoyé spécial en Égypte. Son rapport. Ils sont 57, les pays membres présents à cette 47e assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement BID en Égypte. Des assemblées annuelles qui se déroulent dans un contexte marqué par l'espoir renouvelé d'une reprise de l'économie mondiale. Ici, à Sharm el-Cheikh, un seul enjeu: consolider davantage les relations économiques entre la BID et ses partenaires, notamment africains. Je voudrais souligner que les réunions annuelles constitueront une occasion pour être à votre écoute et à l'écoute des gouverneurs ainsi que de tous les acteurs de développement ainsi que de partenaires. Et cela constituera une plateforme pour les participants pour pouvoir se concerter sur les défis de développement actuels ainsi que sur les moyens de remédier et de résoudre ces difficultés et à travers l'établissement de partenariats. La Côte d'Ivoire, pleinement engagée dans la diversification économique et la transformation structurelle de son système industriel, comme toujours, prend une part active dans ses travaux. Un engagement symbolisé par l'activisme fructueux du ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba, également gouverneur de la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire. Les interventions de la Banque islamique en Côte d'Ivoire en 2010 étaient moins de 60 milliards de francs CFA. En 2021,
les interventions cumulées, je parle des engagements, sont au-delà de 1200 milliards de dollars. C'est dire toute la place que cette institution a prise dans la restauration de notre économie post-crise et aussi dans la relance et la forte croissance que nous avons connue. Pour 2022, le gouvernement de Côte d'Ivoire attend plus de 200 milliards de francs CFA de la BID. Pour la première fois, ces assemblées annuelles accordent une place de choix au monde des affaires. Il s'agit de créer des réseaux de partenariat et d'établir des relations productives, principalement entre les grandes entreprises. Une vraie opportunité pour le secteur privé ivoirien, toujours à la recherche de financement et de connectivité. Beaucoup de nos partenaires multilatéraux ont compris que la création de richesses dans nos pays est portée par le secteur privé. Donc c'est beaucoup de pieds de nez qu'ils font à nos secteurs privés pour d'abord participer aux assemblées et comprendre leur mode opératoire, dire qu'ils ont des opportunités à offrir à ce secteur privé et les inviter à prendre part. D'autres sujets d'importance meublent ces assemblées annuelles de Sharm el-Cheikh. Parmi ces sujets, les investissements dans la transition énergétique, les économies vertes, la réduction des inégalités ainsi que le financement des technologies durables. Et dans le climat économique mondial tiraillé par une crise sanitaire et un conflit sur le vieux continent, l'économie ivoirienne est solide. Elle se porte même très bien. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt la conclusion du 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire, réalisé par la Banque mondiale. À cette notation, l'institution financière mondiale suggère plus d'inclusion du secteur numérique. Les explications de Dangui Dangui. Néanmoins, on a eu une légère... Ce rapport est le résultat de la radioscopie de l'économie ivoirienne ces 6 derniers mois. Une radioscopie réalisée par la Banque mondiale qui révèle sans équivoque que l'économie ivoirienne est non seulement solide, mais aussi en bonne santé. Le rapport souligne que les performances économiques en 2021 ont été bonnes. Mais cela ne suffit pas pour atteindre comparativement aux ambitions du pays. Le pays doit innover, doit utiliser les instruments de son temps, notamment avec les digitales. Ce 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire est plutôt bien accueilli par le gouvernement. Je voudrais particulièrement saluer la qualité du rapport ainsi que la pertinence des recommandations qui sont formulées. Le rapport recommande aux autorités de poursuivre les actions de réforme indispensables pour améliorer et libérer le potentiel de productivité de l'économie. Les experts de la Banque mondiale estiment que la Côte d'Ivoire peut mieux faire, malgré un taux d'inflation d'environ 4,2% contre moins 1% il y a quelques mois. Il suffit pour le pays de s'appuyer sur les ressources du secteur du numérique que ces experts ont identifié comme un vecteur de développement et de croissance. L'idée, c'est de pouvoir augmenter cette participation donc, de l'économie numérique donc à notre PIB, et ça passe déjà par une plus grande démocratisation donc, du numérique. Cette plus grande démocratisation passe déjà par l'accessibilité en achevant dans le réseau de fibre optique afin de permettre à l'Internet d'être partout dans le pays. La présentation de ce 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire a donné lieu à une discussion entre membres du gouvernement, secteur privé et start-up, dans le cadre d'un panel sur le thème « Le secteur numérique, vecteur d'une économie émergente ». Un mot sur le développement local. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, échangeait avec les élus locaux sur les attentes du gouvernement en matière de décentralisation, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de la mise en place d'un cadre de concertation pour la gestion du développement local. Laure Goretti et Alexis Ouetraogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, face aux élus locaux ce jeudi. Réunion d'échange sur les avancées liées au statut des élus, les grands axes du programme social du gouvernement et la politique de décentralisation. Les élus locaux que nous sommes avons un certain nombre de difficultés dans l'exercice de nos fonctions. Et nous souhaitions avoir un cadre de dialogue, de concertation
avec notre tutelle à l'effet de résoudre les problèmes qui se posent à nous et ensemble, main dans la main, de relever tous les défis. Le ministre, dans sa réponse, il a accepté, séance tenante, de la mise en place d'un comité qui va réfléchir et qui va veiller à l'application, à l'exécution de nos besoins. Il nous a rassurés. Je repars ravi en tout cas de cette rencontre. Cette rencontre a permis à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire d'exprimer 6 préoccupations majeures portant sur le statut de l'élu local, sur la gouvernance locale en matière de transfert de compétences et de moyens pour permettre aux maires d'être efficaces et de répondre à la grande vision du président de la République qui a besoin d'apporter le développement dans la proximité. Le ministre Vagondo Diomandé veut faire bouger les lignes. Séance tenante, mise en œuvre d'un cadre permanent d'échange pour aborder de manière plus profonde les questions liées à l'exercice de leurs fonctions. Au sujet du financement et à la gestion des collectivités, les dispositions communautaires fixent à 20% la proportion des budgets qui leur sont alloués. Mais en tenant compte de la réalité, notre pays ne consacre qu'un tiers de son budget pour le financement des projets structurants, de la décentralisation, des institutions et des services déconcentrés de l'État. Les 2 tiers étant alloués au service de la dette et à la somme. Je m'emploie donc, en lien avec le ministre en charge du budget, à œuvrer pour l'accroissement des ressources des collectivités territoriales en veillant à rendre effective la dotation générale de la décentralisation qui jusqu'à ce jour n'est pas pourvue. La rencontre a aussi permis aux élus locaux d'être informés sur les principales réformes initiées par le ministère à l'effet de moderniser les prestations des collectivités territoriales aux populations et leur contribution au maintien de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité. À présent, ce communiqué, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 6 juin 2022, lundi de la Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, a communiqué signé du ministre Adama Camara. Ouvrons à présent le dossier politique. Cette semaine, il porte sur l'élection du président de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Une élection prévue se tenir le 7 juin prochain. 2 candidats sont en lice. Adama Bictogo, député d'Agboville, et candidat du RHDP. Ce dernier a obtenu le soutien de l'UDPCI. Il sera face à Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Bilekro, sous-préfecture, qui n'a pas de soutien officiel de son groupe parlementaire, le PDCI. Et quelles sont les chances de ces 2 candidats? Quel est le mode opératoire pour ce scrutin? Des réponses dans ce dossier politique présenté par Moussa Konaté. Élection du nouveau président de l'Assemblée nationale qui pour succéder à Feu Amadou Soumaoro au perchoir. 2 candidats sont en lice. La première candidature, c'est celle du député Amankou Jean-Michel. Et la deuxième candidature, c'est celle du député Bictogo Adama. Vous avez certainement appris par presse interposée qu'une autre députée s'était portée candidate à l'élection du président. C'est la députée Zamblé Naya Jarvis. Mais il vous est certainement aussi parvenu qu'elle a retiré sa candidature. Et donc, à l'Assemblée, elle a fait un courrier de retrait de candidature. 2 candidats, même ambition, celle de diriger l'hémicycle pour renforcer la cohésion. La Côte d'Ivoire, depuis 2010, a traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de consolidation de la paix. Et surtout dans une phase de réalisation de la réconciliation nationale avec le dialogue politique qui a été amorcé par le chef de l'État.
notre devoir en tant que député d'apporter notre pierre à l'édifice. Et j'estime qu'en tant que jeune politicien, il est important de postuler pour pouvoir apporter suffisamment de la réflexion en la matière et aider le pouvoir exécutif à mener à bien cette volonté manifeste de réaliser la réconciliation nationale et de booster ainsi le développement pour que ce soit un développement inclusif au bénéfice de tous les Ivoiriens. Le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, en me désignant comme candidat du RHDP pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, vient une fois de plus me confier une mission, laquelle mission doit permettre à notre Assemblée d'être au service de notre peuple, la Côte d'Ivoire. La candidature d'Adama Bictogo est portée par son parti. En plus du soutien du RHDP, il bénéficie également de l'appui de l'UDPCI. Soutenir quelqu'un à l'occasion d'une élection, c'est voter pour lui, donc on va tous voter pour lui. Si le candidat du RHDP est soutenu par un autre groupe parlementaire, ce n'est pas encore le cas pour son adversaire. Jean-Michel Amankou, député PDCI, n'a jusque-là pas l'aval officiel de son groupe parlementaire. Le PDCI et son allié groupe parlementaire PPACI-EDS n'ont à ce jour pas donné de consigne de vote. Nous avons, avec le PDCI, choisi de ne pas présenter un candidat. Mais cela n'est pas suffisant. Les positions politiques, dans le cadre d'une élection, s'analysent au jour de l'élection par une abstention ou un vote effectif ou un vote négatif. Nous verrons, parce que nous sommes dans l'attente des décisions de nos deux présidents, pour ce qui concerne le PPACI et le PDCI avec lequel nous sommes en alliance. Avec le soutien ou non de son parti, le PDCI, le candidat Jean-Michel Amankou affiche sa détermination. Je suis convaincu qu'au regard de la pertinence de mes projets, au regard de la pertinence des réformes que je proposerai à l'ensemble des députés, ils pourront donner droit à ma requête d'être à la tête de ce Parlement-là, de cette Assemblée nationale, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une Assemblée nationale forte, une institution forte, au service de la Côte d'Ivoire, aux côtés bien sûr du pouvoir exécutif. Adama Bictogo, mathématiquement le favori à cette élection, se présente comme un candidat de consensus. Ce qui nous unit dans l'Assemblée, mais dans notre mission politique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre mère patrie. Et je voudrais que ma candidature soit perçue comme la candidature du consensus, du rassemblement. Consensus, le soutien ou non de groupements politiques, tout compte fait. Le dernier mot revient aux 252 députés qui vont s'exprimer dans les urnes. Le mode opératoire de l'élection demeure le même, un suffrage à bulletin secret. C'est un scrutin uninominal secret et le résultat est acquis à la majorité absolue des députés présents. Chaque député présent dans la salle recevra donc 2 bulletins, un bulletin à l'effigie du candidat Amankou Jean-Michel et un autre bulletin à l'effigie du député Bictogo Adama, avec une enveloppe. Et ce député-là, ou en tout cas chacun des députés, aura donc à charge d'introduire dans l'enveloppe qui lui sera remise en même temps le bulletin de la personne pour laquelle il entend voter et à l'introduire ensuite dans une urne transparente qui sera placée donc sur le perchoir de l'Assemblée nationale et donc ainsi son choix aura été opéré. Et toute l'opération de vote se déroulera dans la salle de l'hémicycle en présence de tous les députés, en présence de toutes les personnes que nous avons invitées à venir témoigner de ce moment. L'Assemblée nationale est composée de 157 députés RHDP, 64 députés PDCI, 18 députés PPACI-EDS, 9 députés de l'UDPCI, 2 du FPI et 4 députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Voilà, rendez-vous donc le 7 juin prochain pour les résultats de cette élection. Le directoire du RHDP a tenu hier sa réunion hebdomadaire. 2 sujets
ont fait l'objet de l'examen, notamment l'étape des missions d'implantation du parti et les feuilles de route des responsables de base du parti. Il a été décidé que les délégués politiques supervisent désormais les départements administratifs. Les secrétaires départementaux, eux, auront la charge des départements politiques. Et de façon provisoire, 349 départements politiques ont été érigés selon la stratégie du RHDP pour être efficaces sur les terrains afin de remporter les futures batailles. Un partenariat pour la formation professionnelle des jeunes déscolarisés. L'Agence Emploi Jeunes et le Centre d'excellence de formation professionnelle s'engagent par une convention à assurer la formation professionnelle de 500 jeunes dans les métiers de l'énergie renouvelable et de l'agriculture intelligente. Le point avec Abou Sanogo. Les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'agriculture intelligente, la conduite des engins lourds et des BTP souffre d'un grand manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour résorber cette situation, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a présidé une signature de convention entre l'Agence Emploi Jeunes et le Centre d'excellence de formation professionnelle. Grâce à cette convention, 500 jeunes hommes et femmes déscolarisés dont l'âge est compris entre 16 et 40 ans bénéficieront durant 6 mois d'une formation dans les métiers de l'énergie renouvelable, de l'agriculture intelligente, la conduite des engins lourds et des BTP. L'engagement de l'État à travers l'Agence Emploi Jeunes et les valeurs de compétence et de responsabilité qui guident l'action de ces procédures permettra de réussir ce projet et donner un coup d'accélérateur à l'employabilité et à l'insertion socio-professionnelle du jeune ivoirien. Je souhaite que, au bout de la formation, ce soit des jeunes assidus qui aient bien appris donc les métiers pour lesquels ils sont formés et qui nous feront honneur sur l'ensemble des chantiers sur lesquels ils seront amenés donc à travailler. Cette formation sera suivie d'une insertion dans le tissu social. Le coût total de ce projet est de 277 500 000 francs CFA, y compris les primes de transport des jeunes bénéficiaires. Les localités concernées par cette phase pilote sont Abidjan, Daloa, Soubré, Man, San Pedro et Bouaké. Un tout autre sujet à présent, la célébration de la Tabaski est annoncée pour le mois prochain. Le gouvernement rassure quant à la disponibilité du bétail pour la fête du mouton. Il n'y a pas de risque de pénurie. Les dispositions ont été prises pour que le marché soit correctement ravitaillé. Une assurance du ministre des Ressources animales et halieutiques à l'issue d'une réunion sur les problèmes de la transhumance. Dangui. Définie comme la migration périodique du bétail d'un pays à un autre, pour l'engraissement du bétail, mais aussi pour sa reproduction, la transhumance est pratiquée sur tous les continents, selon les experts de la question qui notent par ailleurs que le phénomène soulève de plus en plus de nombreux conflits avec parfois à la clé des pertes en vies humaines. C'est pour endiguer ces problèmes que le Comité national de la transhumance a tenu sa première réunion à environ un mois de la fête du Tabaski. Ce comité a déjà une idée pour canaliser la transhumance. Les tandems agro-pastoraux, c'est une sorte de contrat qui est fait entre l'agriculteur et l'éleveur. Il est censé permettre aux deux parties, chacun selon ses intérêts, de gagner quelque chose. C'est-à-dire l'éleveur, lui, il gagne les résidus des cultures faites par les agriculteurs et les agriculteurs, à leur tour, ils bénéficient des excréments des animaux qui facilitent ou qui fertilisent leur terre. À l'ouverture des travaux de la première réunion du Comité national de la transhumance, le ministre Sidi Touré a assuré qu'il n'y aura pas de risque de pénurie de bétail sur le marché durant la fête du Tabaski. Nous avons toutes les garanties prises avec les éleveurs dans les différents pays voisins et même au-delà. Quant à la disponibilité ou au convoyage du bétail, cela devrait s'opérationnaliser dans quelques jours. Vous allez voir, à 2 semaines de la fête, vous allez commencer à voir l'arrivage en grande masse du bétail sur la destination Côte d'Ivoire. Tous les ministères techniques concernés, notamment le ministère de la Défense, de l'Économie et des Finances et l'Agriculture, sont représentés au sein du Comité national de la transhumance.
Un atelier de formation sur la gouvernance et les droits humains. Il réunit les analystes des centres nationaux de coordination du mécanisme d'alerte précoce de la CEDEAO. Ils ont pour rôle de prévenir les États sur les risques de conflit. Le point de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. La CEDEAO forme les analystes des centres nationaux d'alerte précoce. Un renforcement de capacités sur le genre, la gouvernance et les droits de l'homme. La formation permettra de renforcer les connaissances du personnel du Centre de coordination du mécanisme national de réponse de l'institution. Un centre national d'alerte précoce, c'est un centre qui a été mis en place sous l'égide de la CEDEAO, mais c'est un centre qui appartient à l'État. Les missions, c'est d'alerter le gouvernement. L'atelier de formation va consister à former les analystes de tous les États membres qui ont eu leur centre installé, mis en place, afin que nous puissions renforcer leurs capacités dans l'analyse des situations en termes de gouvernance, en termes de droits de l'homme et du genre. Le système d'alerte précoce de la CEDEAO vise à prévenir les crises et conflits en atténuant par la compilation et la distribution d'informations. Ce mécanisme d'alerte précoce est très important pour nos pays, surtout que nous vivons des crises dans certains pays membres de la CEDEAO que vous connaissez. Donc aujourd'hui, nous souhaitons vraiment mettre en relief ces situations de crise et surtout pouvoir prendre des mesures, n'est-ce pas, pour pouvoir protéger nos pays. Pendant 5 jours à Abidjan, les experts, analystes venus de 12 pays seront formés pour prévenir les États sur les menaces constatées et surtout mieux coordonner les réponses de l'organisation au sein de la région. Nous parlons de football à présent. La Côte d'Ivoire affronte demain la Zambie au stade de Yamoussoukro, un nouveau stade de 20 000 places. Ce match ouvre la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 que va abriter notre pays. Sachez que les éléphants étaient hier, mercredi 1er juin 2022, à la troisième et dernière séance d'entraînement à sol béni avant d'attaquer la Zambie. Voilà, un match à suivre en direct sur RTI1. Merci de nous avoir suivis. Nous achevons ainsi ce journal. Excellente fin de soirée sur RTI1.